Donc va y avoir Claude Alfandéry qui va prendre la parole pour présenter justement l'héritage du Conseil national de la résistance. Et ensuite on aura un peu de poésie aussi, et puis Martin des Jours Heureux nous parlera des Jours Heureux actuellement. Donc Claude, cette fois je te passe vraiment la parole et tu vas pouvoir avoir du son. Bon, bonsoir à tous. Je pense que vous m'entendez grâce aux efforts qui ont été déployés. Merci d'être là et puis merci aux Jours Heureux de remémorer, de célébrer, de faire référence au programme du Conseil national de la résistance qui, je vous le rappelle, a été publié avec comme sous-titre Les Jours Heureux. Donc c'est tout à fait ça qu'il fallait. Alors pourquoi est-ce que ce programme de résistance a une telle force encore aujourd'hui? Je pense que c'est parce que d'abord il appelait à la résistance, au soulèvement contre l'asservissement, qu'il en donnait les moyens par un plan très précis, par un plan d'action très précis, et puis qu'au-delà de la résistance, il proposait de grands projets de société, une vision d'avenir, et comme dirait quelqu'un, un futur désirable. Ah oui, je voulais dire que c'est important de souligner que il y avait deux parties tout de même dans ce programme. On oublie en général qu'il y avait deux parties. La première sur la résistance, résister, et la deuxième, préparer la démocratie sociale. Et ces deux parties tout à fait inséparables, l'une absolument nourrit l'autre. Et je pense que ce lien entre l'une et l'autre, entre le faire aujourd'hui et préparer demain, est aussi nécessaire aujourd'hui qu'hier, dans le contexte actuel que dans celui de la résistance. Et pourtant, le contexte n'est vraiment pas le même. Le contexte, à la résistance, nous étions occupés, brutalisés, martyrisés par un ennemi barbare et en plus trahis par un régime, le régime de Vichy, qui bafouait les libertés et qui exhalait une sorte de haine contre la démocratie. Nous ne sommes plus envahis. Nous avons encore des libertés, certes en partie formelles, mais combien précieuses. Nous avons des protections sociales qui sont petit à petit reniées et qu'il faut défendre pied à pied. Et surtout nos oppresseurs sont moins visibles, ils sont moins repérables que les soldats en vert de gris. Ils sont moins repérables, mais ils ne sont pas moins pernicieux, ils sont plus insidieux. Je pense qu'ils se glissent partout en tirant parti des lobbies, de la corruption et aussi souvent des médias, du marketing et puis de l'idéologie. Il y a une sorte d'oligarchie mondiale qui s'impose par la mondialisation, par la financiarisation et puis aussi par ces nouvelles technologies de l'information qui devrait être un cadeau magnifique, qui devrait être un atout majeur pour l'humanité, mais qui sont malheureusement sous le contrôle des Monsanto,
Google, des Goldman Sachs, pour leurs plus grands bénéfices. Alors c'est dans ce contexte, je pense que les valeurs démocratiques de la résistance restent fondamentales. Les décisions économiques et sociales sont encore pleinement valables, mais il s'est tout de même passé des choses complètement nouvelles. L'irruption du capitalisme financier, et avec le capitalisme financier, avec cette poursuite, cette course vers l'hyper-compétitivité, des profits sans mesure, sont venus de nouveaux risques, des risques majeurs et des périls mortels. Et ce sont des périls, je pense qu'il est clair qu'ils ne disparaîtront pas dans le système actuel qui les nourrit en privilégiant le capital face aux salariés, et face à la population et face à la planète. Ils ne disparaîtront pas sans une transformation profonde qui ne peut venir que de l'action des citoyens. Et ça, ça me ramène au programme du CNR, du Conseil national de la résistance. Vous savez, ceux qui l'ont signé, dont certains étaient de fiefés conservateurs, ils l'ont élaboré dans de très grandes difficultés, dans de très grands conflits qui n'ont été surmontés que par la pression des citoyens. Mais ces citoyens, ils ne sont pas venus d'un coup, ils ne sont pas venus tout seuls. C'est une longue marche qui a duré 3 ans. Au début, c'était des actions de résistance, des petits journaux clandestins, des tracts, des petits réseaux qui n'arrivaient pas à communiquer entre eux, qui n'arrivaient pas à s'entendre. Et vraiment, encore au printemps 1943, la résistance était très peu audible pour l'ensemble, pour la masse de la population. Je crois qu'il faut se rappeler ça. Hein. C'est beaucoup plus jeunes ne le savent pas, ils pensent à cette époque comme un tout. Mais pendant 3 ans, les choses ont été difficiles à faire et nous étions très divisés. J'ai eu l'occasion de raconter comment, au printemps 1943, Jean Moulin, qui est celui qui a réuni le premier Conseil national de la résistance, il m'a envoyé dans la Drôme en me disant, écoute, va dans la Drôme, c'est un vrai merdier, tout le monde est contre tout le monde, les gaullistes, les communistes contre les gaullistes, il y a au moins 10 réseaux qui se battent entre eux, les protestants contre les catholiques, voilà. Bref, je vous dis ça parce que tout de même, au bout de 3 mois, à la fin de l'année, et ce que je dis pour la Drôme, ça s'est passé dans la plupart des départements. On avait réussi à faire des comités locaux de libération, et puis ensuite, à partir des comités locaux de libération, un comité départemental de libération, où il y avait tout le monde, mais vraiment tout le monde, il y avait même une femme. Je m'étais battu pour qu'il y ait une femme, ce qui n'était pas si simple à ce moment-là. Mais il y avait vraiment toutes les tendances. La résistance était arrivée à s'unir. Et c'est parce qu'elle était unie qu'elle a réussi à construire les maquis. Et c'est parce qu'elle a construit les maquis qu'on a pu recevoir des milliers de jeunes qui ne voulaient pas aller au service du travail obligatoire. S'il n'y avait pas eu les maquis, je ne sais pas, ils seraient peut-être cachés, ils seraient peut-être planqués quelque part. Dans les maquis, ils ont pu participer à la résistance. Et vous voyez comment d'actions sporadiques, fragmentées, etc., on est arrivé à faire un véritable, un grand mouvement. Et dans ces maquis,
c'était tout de même des hommes, je dis, il y avait surtout des hommes dans les maquis, dépaysés, désœuvrés par rapport, c'était des agriculteurs, des ouvriers, des étudiants, etc. Et brusquement, ils ne faisaient plus rien. Et donc, ils discutaient. Et on a beaucoup discuté. Et finalement, on ne discutait pas toujours de ça, mais j'essayais d'orienter les discussions vers la démocratie sociale. Et donc, on peut dire que ces maquis ont été véritablement des clubs de citoyens et que ceci a été quelque chose dont nous devons essayer d'analyser. Comment d'analyser aujourd'hui où c'est tellement difficile d'unir toutes les actions de la résistance à la situation actuelle. Comment la mayonnaise a-t-elle pris? Alors peut-être qu'on peut dire que en vérité la victoire prochaine a peut-être été un élément pour accélérer cette prise de conscience. Mais la victoire est une chose importante, mais le risque du désastre, qui est celui que nous connaissons, c'est aussi quelque chose qui peut faire prendre la mayonnaise. Et donc je crois qu'il faut rester très très confiant dans la possibilité d'une prise de conscience, d'une sorte de métamorphose de mouvements divisés qui brusquement se relient entre eux. C'est le problème de la reliance. Je voudrais dire aussi ceci, que cette longue marche, elle ne s'est pas faite sans figure héroïque. Et je voudrais citer, parce que c'est aujourd'hui, il y a 10 ans qu'elle nous a quittés, Lucie Aubrac. Et beaucoup de gens ont entendu parler de Lucie Aubrac, qui a été une résistante étourdissante, qui a fait des actions absolument stupéfiantes, et puis qui, après la libération, est redevenue professeur, et comme professeur, puis comme retraité bien plus tard, elle n'a jamais cessé de discuter avec ses élèves. Elle a fait un travail de pédagogie à partir de la résistance tout à fait extraordinaire. Et en 2004, elle a fait quelque chose qui est très très bien, c'est cet appel de 2004 de résistants que je crois on pourrait lire aussi, qui est un appel à reprenez la résistance contre les coups qui sont portés au programme, aux Trente Glorieuses, au programme de la résistance, mais faites-le dans l'union. Je voudrais terminer en disant ceci, c'est que la leçon de tout ça, c'est bien sûr la résistance, mais c'est aussi la volonté de s'unir. L'unité, je pense que c'est le maître mot, c'est l'alpha et l'oméga de ce qui permet d'aller toujours plus loin. Unis, on fait des choses absolument formidables, on se dépasse complètement. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin parce que malgré la force de nos mouvements, le mouvement citoyen, on ne peut pas dire qu'il occupe la campagne électorale, sauf tout de même deux candidats qui ont porté la constituante, le 49.3, l'appropriation par les citoyens des pouvoirs. Et je voudrais dire simplement en terminant, il faut à la fois je pense moi qu'il faut les soutenir, mais enfin les prier instamment de s'unir. Voilà, donc je finirai par ce mot en disant que vraiment le vieux résistant que je suis, il est convaincu qu'on fera encore beaucoup de choses avec les uns avec les autres. Bravo! Merci beaucoup Claude. Donc maintenant on va demander à Vincent. Bonsoir. Alors, c'est un poème qui est un hommage au Pacte des Jours Heureux et qui va un petit peu comme ça. Parce que rien n'arrête un rêve dont la passion a germé,
Quand il s'agit de l'unité cachée au sein de notre humanité, de l'histoire au futur, de la modernité à la fraternité, marchons ensemble vers un nouveau projet de société. Plus juste, plus équitable, plus libre et solidaire, plus mûr, plus respirable, plus vive et fraternelle. Un humain sans rêve est comme un oiseau sans aile. Donc grandissons en humanité et épousons la condition humaine. Ceci est un appel à cultiver une philosophie heureuse de la sobriété sur le boulevard des rêves réalisés. Se changer soi pour changer le monde autrefois comme il était, car la terre nous accueille sans aucune propriété privée. Comment embrasser le monde sans l'embraser? Vibrer ensemble pour vivre ensemble. S'émerveiller en retournant aux sources de notre enfance. Nous sommes chacun une pièce du puzzle de la grande âme de la France. Pour des jours plus heureux, pour un soleil plus radieux, pour un avenir merveilleux, car l'être humain n'a de limite que les cieux. Merci. Merci beaucoup. Du coup, tu nous en gardes un autre pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Du coup, Martin, c'est à toi. Donc, tu peux peut-être parler un petit peu de ce que tu vas lire. Donc, bonjour à tous. Claude a pris la parole pour rappeler l'héritage du Conseil national de la résistance et du programme Les Jours Heureux. En fait, en 2004, à l'initiative d'Attaque, 13 résistants, dont Lucie Aubrac, Stéphane Hessel, ont lancé un appel qu'ils ont appelé Appel des résistants aux jeunes générations. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de lire cet appel. Donc, je commencerai puis Adèle, de manière à vraiment garder à l'esprit, de manière très vive, cet héritage qu'on a, avec cet appel aussi à s'unir, à résister et de manière conjointe à résister et à créer. Donc voilà, je vais lire cet appel. Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la libération, nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, appelons les jeunes générations à faire vivre et retransmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et culturelle. 60 ans plus tard, le nazisme est vaincu, grâce au sacrifice de nos frères et sœurs de la résistance et des nations unies contre la barbarie fasciste. Mais cette menace n'a pas totalement disparu, et notre colère contre l'injustice est toujours intacte. Nous appelons en conscience à célébrer l'actualité de la résistance, non pas au profit de causes partisanes ou instrumentalisées par un quelconque enjeu de pouvoir, mais pour proposer aux générations qui nous succéderont d'accomplir 3 gestes profondément humanistes, au sens vrai du terme, et politique, pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne jamais. Nous appelons d'abord les éducateurs, les mouvements sociaux, les collectivités publiques, les créateurs, les citoyens, les exploités, les humiliés, à célébrer ensemble l'anniversaire du programme du Conseil national de la résistance, adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944. Sécurité sociale et retraite généralisée, contrôle des féodalités économiques, droit à la culture et à l'éducation pour tous, presse délivrée de l'argent et de la corruption, loi sociale, ouvrière et agricole, etc. Comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes sociales alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était ruinée? Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menacent la paix et la démocratie. Nous appelons ensuite les mouvements, partis, associations, institutions et syndicats héritiers de la résistance à dépasser les enjeux sectoriels et à se consacrer en priorité aux causes politiques des injustices et des conflits sociaux, et non plus seulement à leurs conséquences, à définir ensemble un nouveau programme de résistance pour notre siècle, sachant que le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l'intolérance et de la guerre, qui eux-mêmes se nourrissent des injustices sociales. Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens et les grands-parents, les éducateurs, les autorités publiques, à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. Nous n'acceptons pas
que les principaux médias soient désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la résistance et aux ordonnances sur la presse de 1944. Plus que jamais, à ceux et celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, créer c'est résister, résister c'est créer. Donc après cette introduction pour nous dire, maintenant la parole va s'ouvrir un peu à tout le monde pour qu'il y ait un débat sur, voilà, sur l'intervention de Claude ou sur ce qui a suivi. Donc n'hésitez pas, que ce soit pour avoir des éclaircissements, des questions, pour faire des critiques, des remarques ou pour donner votre point de vue par rapport à ça. C'est toujours difficile de prendre la parole en premier ou en première, mais vous levez la main et je vous passe le micro. Hein? Et après je te... Oui, merci pour tout ce que vous avez dit. J'ai une question. Est-ce que la constitution qui a été écrite immédiatement après la guerre a eu pour socle votre programme Les Jours Heureux ou pas du tout, pas assez? Pardon de mon d'être ignare, mais c'est une question. Parce que là, on est dans une période pré-constituante peut-être également. Merci. Quelqu'un de vous deux souhaite répondre? Ben, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas du tout ce qu'on veut faire quand on parle d'une constituante maintenant. Nous, on souhaite, enfin, les candidats, l'un et l'autre, je pense à Jean-Luc Mélenchon et à Benoît Hamon, souhaitent qu'on passe à une 6e République, mais pas comme on est passé de la 3e à la 4e. Parce qu'on est passé de la 3e à la 4e par des élections législatives et constituantes, mais c'est un système qu'on a connu déjà en 1790. Hein. Il y a eu deux constituantes, et là il y a eu deux constituantes parce qu'on n'a pas réussi la première fois. La première constitution qui avait été votée n'a pas été acceptée par le peuple français. Et puis, donc il y a une deuxième constitution. Et puis il y a une deuxième constitution. Mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que c'est un système qui était un petit peu, qui laissait les citoyens à l'écart. Et de ce point de vue-là, le programme du Conseil national de la résistance est en ça que c'est un programme formidable qui a produit les 30 Glorieuses. Mais par rapport à ce que nous voudrions faire aujourd'hui, c'est tout de même un programme qui se confiait à l'État. Pour l'essentiel, c'était l'État qui devait reprendre en main les services publics, les grandes ressources nationales. C'était bien par rapport au fait qu'elles étaient jusque-là dans des mains privées, en particulier l'électricité, les transports, la Banque de France, etc. Mais à aucun moment on ne voyait poindre la participation, la collaboration, la participation du peuple, des citoyens dans tout ça. Donc c'est ça la différence. Hein. Les constituantes de 1945, c'est pas celle qu'on voudrait monter aujourd'hui. Merci. Alors, il y a monsieur, et après vous. Oui, bonjour, merci beaucoup de l'exposé et du rappel historique sur la résistance. Moi, je voulais rebondir quelques mots simplement sur la résistance. Vous êtes entré en résistance. On n'est pas tout à fait dans le même état. On est dans un état de reliance où l'ensemble des organisations et des citoyens s'interconnectent de plus en plus. Et donc, si on pouvait combiner l'esprit de la résistance et la reliance et entrer en résilience, peut-être que nous pourrions réussir les enjeux sociétaux et climatiques, environnementaux qui se présentent à nous et peut-être changer le monde tout simplement en mieux. Merci de votre réaction. Peut-être je vous donne la parole et après vous réagissez ou vous voulez réagir maintenant? Ouais. N'ayez pas peur, je suis magistrat. J'habite Place de la République depuis 57 ans.
vous avez renouvelé cette place. Ça, c'était mon introduction. Je suis très heureux de voir que le relais générationnel s'effectue grâce à vous. C'est compliqué. J'ai suivi les premières nuits debout. J'espérais que vous alliez un minimum vous organiser, mais apparemment, vous êtes contre l'organisation parce que ça dépend de je ne sais quel pouvoir. On avait même prévu d'organiser au théâtre de Jazé une réunion commune avec Podemos, avec qui je travaille. Puis au dernier moment, il y a eu un clivage, ça n'a pas été possible, c'est la vie. Je regrette un peu, parce que vous êtes l'avenir. Et je vous le dis après avoir vécu 57 ans sur cette place. C'est derrière ces statues que j'ai vu De Gaulle, quand j'étais jeune, annoncer la 5e République. Je ne vais pas faire de propagande pour un autre parti, mais essayons de réfléchir à la 6e. Et c'est ici que ça devrait se passer. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à monsieur qui l'a demandé et après je lirai d'ailleurs, ça pouvait aussi rebondir sur ce que vous avez dit, le texte qui a été écrit par Nuit Debout justement pour la préparation des printemps. Enfin par Nuit Debout Paris et d'autres Nuits Debout de France. C'était vous? Non? Ah oui, il est parti? Bon, bah, je le lis maintenant. Donc le texte s'appelle Rébellion écrite. Nous en sommes pratiquement certaines aujourd'hui. Il n'y a plus rien à espérer des politiques politiciennes. Nous verrons à nouveau un ou une présidente illégitime s'asseoir sur le trône de la France et nous dire ce qui est bon pour nous, mais faire ce qu'il l'est pour eux, pour elles. Il devient par conséquent inutile, et même infertile, d'essayer de se convaincre entre nous d'un vote utile, d'adhésion, d'abstention, de vote blanc ou encore de boycott. Il est temps de changer la donne, avant de repartir pour 5 ans, sans vrai moyen de pression politique citoyenne. Les forces suffisantes existent, et dans toute la France. Organisons-nous. La commission Je suis pour propose dès la fin du premier, et en plein dans l'entre-deux tours, la rébellion écrite. Un appel à tout collectif, groupe ou intéressé à se réunir pour lancer un atelier constituant multiple, où chaque collectif constituant aurait son propre fonctionnement et traiterait de tous les sujets. Nous ferons des vidéos tutoriels de chacune de ces méthodes, pour que sur chaque place de France puissent naître des assemblées constituantes qui imposeront leur légitimité face aux médias et futurs gouvernements. Appelons tous les convaincus et toutes les convaincues et déçus du premier tour à entrer dans la danse. Nous profiterons alors de l'effervescence du moment pour attirer les médias sur les places et le peuple à la constituante. Proposons ensemble une transition constitutionnelle qui tienne debout, avec son financement et toutes les composantes. Donc, excusez-moi, c'était pas un texte de Nuit Debout et des Inter-Nuit Debout, c'est un texte d'une commission de Nuit Debout ici, je précise. Vous avez entendu, organisons-nous. Tu veux prendre la parole? Ouais, pour Shaoliu, pour faire le lien avec l'autre. Eh bien, vas-y. Voilà, je voudrais faire le lien, bonsoir, moi c'est Benjamin, je voudrais faire le lien avec l'autre manifestation qui a lieu de l'autre côté de la place. Si nous ne manifestons pas au même endroit, c'est parce que le lien avec l'autre manifestation n'est pas évident, ils ne souhaitent pas politiser leur mouvement au-delà de leur cause, voilà. Et donc c'est une cause qui est très importante. Un des derniers actes politiques de cette session parlementaire a été de voter une loi, et cette loi donne le pouvoir aux policiers de faire du pré-légitime défense. Qu'est-ce que c'est l'idée? L'idée c'est simple, c'est que s'ils se sentent menacés, ils ont le droit de tirer. Donc en gros, ils ont le droit de tirer à vue et après de dire qu'ils se sont sentis menacés. Voilà. Donc ce permis de tirer, quand on sait qu'une très grosse partie de la police est d'extrême droite, et que celle qui n'est pas d'extrême droite est de droite extrême, voilà, ça devient compliqué. Heureusement, il reste quelques républicains dans la police, voilà, des vrais, hein, voilà. Et donc je vous lis le début du texte qu'ils ont mis à signature. Ça s'appelle « Nous exigeons justice et vérité pour Shao Liu. Le dimanche 26 mars 2017, Shao Liu a été abattu chez lui par un policier alors qu'il était non armé et d'après sa famille, le policier a tiré sans sommation. Il était père de 5 enfants. Nous demandons que lumière soit faite par l'IGPN, que les autorités publiques réagissent face à ce drame et pour l'instant, force est de constater un silence radio de la part de toute la classe politique. Justice et vérité pour Shao Liu.
Voilà, donc cette pétition a déjà 46 000 signatures à l'heure où je parle. Ça a continué à monter, donc on a gagné 30 000 dans la journée. Donc c'est chouette qu'il y ait cette mobilisation. C'est terrible qu'il y ait ce type de drame qui se répète et se répète encore. Donc voilà, le lien est fait. J'espère qu'ils reviendront nombreux sur la place et qu'ils obtiendront gain de cause. Merci, allez-y. Bonsoir, c'est Raymond. Moi, ce que je voudrais partager, c'est le sentiment d'une formidable asymétrie entre ceux qui ont le pouvoir de creuser les inégalités, de polluer l'environnement ou de menacer notre santé, simplement pour augmenter leurs profits. Et puis nous qui nous opposons à tout ça, il y a une formidable asymétrie de pouvoir. Et ce qui se joue en ce moment, c'est que cette asymétrie augmente, s'aggrave ou qu'elle diminue. C'est ce que je souhaite. Merci. Donc là, je rappelle que voilà, c'est un débat, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Vous me faites un signe, il y a juste le monsieur derrière toi, et puis je vous donne la parole. Il y a très peu, en fait, il n'y a que moi comme femme qui a parlé, donc les femmes, n'hésitez pas, hein, je vous assure, ça se passe bien. Mon prénom, mon surnom de lutte, c'est Monsieur Chaussette. Merci Monsieur de vous avoir écouté. J'arrive de Toulouse et vous le disiez, la résistance, ça a été une longue marche, effectivement une très très longue marche, parce que au départ, on pensait que c'était cuit, très peu se sont levés, très peu ont résisté, et vous êtes des gens qui ont donné l'exemple. Et nous, eh bien, dans les militants, pour moi, ça a démarré en 1994, une première marche contre le chômage, des marches pour dénoncer à Amsterdam cette société qui avait à s'aggravant, également militant de droit au logement, un logement pour tous, et on s'aperçoit, enfin 20 ans et je parlerai de 1998 où il y a eu un grand mouvement des chômeurs à Arras, dans le Pas-de-Calais, qui a perduré, et à l'époque M. Jospin nous a opposé contre les petits, contre les RMistes, il a opposé les smicards contre les RMistes. Résultat, il y a quand même eu une loi contre l'exclusion, contre la précarité, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces lois, elles sont remises gravement en cause. Il est également les expulsions, parce que cette société, c'est vrai, je crois qu'il y a un adversaire il n'est pas palpable, il est invisible, et il porte des coups, il nous porte des coups sans arrêt, et j'ai l'impression que il est très fort, très malin, puisque le mal est aussi dans les campagnes. Dans un petit village à côté de Toulouse, eh bien figurez-vous, pour lutter pour le droit au logement, eh bien on a eu une contre-manifestation. Et ça, de voir ces gens-là, ça vous aurait rappelé l'esprit de Vichy. Tout simplement, il faut ne pas hésiter sur les mots. Oui, il y avait cet esprit de Vichy, de le pouvoir en place, le pouvoir du pognon, attaque les petits avec, en les dénonçant, c'est cet esprit qu'il y a eu, que vous avez connu, monsieur, fort longtemps. Aussi, j'ai décidé de faire une marche parce que c'est de la marche, et c'est parce que quand on est à terre, les tout petits, quand on est à terre, et déjà qu'on se relève, c'est déjà une énorme chose. Alors, j'ai décidé toujours de me battre même seul. Eh bien, il y aura une marche en pleines élections avec un vélo qui partira de Lannemezan sur le mois d'avril, qui sillonnera beaucoup de coins. Elle sillonnera le Gers, le Lot, également la Corrèze. Elle ira en Bretagne relier les luttes, parce que je crois
que c'est ça d'important. Et également, arriver à Paris, objectif, c'est que enfin on parle de nos problèmes de la précarité. Merci monsieur, parce que vous nous avez donné des exemples de lutte. Il faut se mobiliser, pas que sur les réseaux sociaux, mais relier les luttes. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle à tout le monde, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc il y avait Camille, après Alain. Et aussi je précise pour ce soir une des choses qui... je vais vous la donner d'abord parce qu'il y a peu de femmes pour parler. Je précise que pour ce soir, en plus, ce qui nous portait aussi à cœur dans cet événement, c'était de poser la question de comment faire de reliance en effet entre tous les mouvements qui existent déjà, toutes les luttes qui sont en cours, comment les faire pas forcément converger pour agir d'une seule façon les unes avec les autres, mais au moins les mettre en relation et faire un front commun, on pourrait dire. Et donc c'était pour ça que l'exemple de la résistance était très, très important pour ça. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. Alors voilà, moi je voulais vous parler, oui, de la loi du silence et de l'impératif de transparence. Alors tout à l'heure est venu un monsieur magistrat qui paraît être idéaliste. Alors donc, à ce titre, je le salue, mais il faut dire que, comme a dit Montesquieu, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Alors pour ce qui est de la loi du silence, ça peut durer des décennies. Vous avez l'histoire du Mediator par exemple, mais c'est pas la seule. Alors comment ça se fait que ça dure aussi longtemps ces choses-là? Parce que l'oligarchie fait ses manigances dans l'opacité et donc de temps en temps il y a quelque chose qui coince dans les rouages et à ce moment-là ça apparaît, mais ça peut durer des décennies. Et donc ils profitent de ce que la population, ils ont fait en sorte que les gens n'ont pas l'habitude de parler entre eux, ni de réfléchir ensemble, ni de s'écouter. Ça, il va falloir vraiment que ça change. Et donc, en particulier, il y a un des instruments de la loi de silence, c'est l'institution judiciaire. Parce qu'il n'y a pas plus opaque que l'institution judiciaire. Quand on nous dit maintenant que Fillon doit rendre des comptes de l'argent public qui lui a été confié, il est grand temps de dire ça, mais que ça n'est qu'une, je veux dire, une petite partie de l'iceberg qui reste encore dissimulée. Parce que il y a toute une partie de la haute magistrature notamment, comme il y a elle est sous l'emprise statutaire du pouvoir politique et notamment du président de la République, vous voyez ce que ça peut donner. Et donc, il va falloir que les gens comprennent qu'il faut la transparence publique et en particulier la transparence dans l'institution judiciaire, parce que vous avez, on parle de l'argent du Parlement, mais le fric qui est à la CARPA dans les comptes des avocats, personne ne sait ce qui s'y passe. Il y a eu une résolution parlementaire en 2013 quand on a commencé à faire des lois pour la transparence publique, disant qu'on ne sait pas ce qui rentre et ce qui sort là-dedans et que c'est un lieu de blanchiment notoirement connu et on ne peut pas laisser continuer cette chose-là à fonctionner comme ça parce que en réalité il en va de l'ensemble et du sort de la population. Il y a probablement des transferts de fonds absolument phénoménaux qui se passent de cette manière-là, avec des mensonges que les gens ne savent pas en public parce qu'il y a la loi du silence là-dedans et que quand il y a quelqu'un qui proteste, en général il est isolé et les collègues des magistrats disent mais non, il a tort, etc. Et on enterre l'affaire et on peut comme ça spolier et assassiner les gens dans l'opacité sans que le reste des gens le sachent. Donc il faut que nous exigions la transparence publique et notamment dans le domaine judiciaire et que les citoyennes et les citoyens puissent participer activement aux décisions et ensuite qu'on leur rende des comptes. Voilà. Merci. Vous me dites, hein, Claude, si vous voulez de temps en temps réagir. Alors, monsieur Alfandéry, je profite que vous êtes là pour revenir sur ma question de tout à l'heure. Peut-être vous allez pouvoir nous éclairer parce que je n'ai pas encore bien compris. C'est vraiment de l'éducation populaire là, que vous faites ce soir. Vous nous apprenez des choses d'histoire récente, mais c'est déjà de l'histoire.
Là, actuellement, nous sommes, selon moi, dans une période préconstituante, en tout cas à République. Je ne sais pas si vous le savez, mais à partir du samedi 8, c'est dans 2 semaines, il y aura tous les jours des débats préconstituants, une assemblée préconstituante sur cette place. Et donc, moi, j'aimerais vraiment savoir, après la guerre, comment ça s'est passé, le processus constituant. Parce que pour la 5e République, celle de Café de Gaulle, là, apparemment, c'était le père Debré qui l'a écrit dans sa maison de campagne pendant 1 mois et demi de vacances ou un truc comme ça. Tout seul, entre guillemets. Mais vous, comment ça s'est passé après la guerre, à la sortie de la résistance? Ben, écoutez, ça a été tout de même plus démocratique que le passage de la 4e à la 5e. Ça a été plus démocratique en sens que tout de suite après la libération, on a appelé les Français à voter. Et ils votaient et ils se sont constitués en assemblée qui était à la fois constituante et législative. Et ils ont essayé enfin, ils ont travaillé, ils ont fait une constitution qui a été portée au vote populaire et qui n'a pas été votée. En particulier, je pense, parce que je crois me rappeler, hein, mais tout de même, je suis pas, je risque de faire des erreurs, que le Parti communiste n'avait pas été d'accord avec la rédaction de cette constitution. Il y a eu une deuxième constituante qui a été à nouveau une assemblée élue par le peuple, mais c'était les représentants du peuple, ce n'était pas du tout le peuple lui-même. Dans la constituante dont on parle maintenant, et dont sans doute sur la place de la République on va parler, c'est des constituantes qui peuvent être constituées à la fois de citoyens tirés au sort, d'experts qui ont été choisis. Enfin, là, il y a tout un travail sur la composition de la constituante. Mais en tout état de cause, la participation des citoyens est absolument à l'ordre du jour, alors qu'elle ne l'était pas en 1945.